Bienvenue dans ce premier épisode du podcast La Nuit, un podcast où on va essayer d'aborder un peu les aspects des métiers de la nuit et du monde de la nuit en général. On va essayer un peu de démystifier tous les clichés et tous les trucs un peu connus qu'on a sur ce milieu-là. Du coup, aujourd'hui, on a pour invité Anthony Bernabé, aussi connu sous le nom de Hans. Enchanté. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Alors, je m'appelle Anthony, j'ai 26 ans. Je travaille en restauration depuis que j'ai 18 ans. Un métier qui peut être considéré de nuit ou pas, en fonction des points de vue. Moi, je suis là pour vous montrer que c'est aussi un métier de nuit. D'accord. Donc tu as beaucoup travaillé de nuit dans ce métier, toi? Plus qu'on ne le pense. Souvent, on pense que les services se terminent aux alentours des 22 heures, mais dans beaucoup de restaurants, les services vont s'étendre jusqu'à 3-4 heures du matin, voire 5 heures pour des restaurants où les gérants sont assez permissifs sur les horaires. D'accord. Et du coup, tu as dit que tu étais serveur depuis l'âge de tes 18 ans. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler dans la restauration? C'était une envie ou c'était une obligation? C'était ni une envie ni une obligation. C'est juste ma mère qui m'a dit que j'étais pas capable de travailler en restauration et j'ai voulu lui prouver le contraire. Ok. Et du coup, je suis directement allé dans de la restauration étoilée. J'ai pas travaillé dans des petits restaurants, j'ai directement fait des grands restaurants. Ok. Est-ce que tu as fait un parcours d'études pour Non arriver à du ça? tout. J'ai eu la chance quand même d'avoir un ami de ma mère qui travaillait en restauration. Et du coup, il m'a formé directement sur le tas dans le restaurant où j'ai commencé. D'accord. Et du coup, dans quel restaurant tu as travaillé? C'était l'hôtellerie de la Pomarède, qui se situe entre Revel et Castelnaudary. C'est un restaurant qui est fermé aujourd'hui, mais c'est un joli château. À l'époque, il était restaurant 1 étoile, qui faisait hôtel aussi. Donc on avait une partie nuit où on gérait les clients jusqu'à peu près 2-3 heures du matin. On les accompagnait jusqu'aux chambres et on avait des salles de séminaire qui restaient ouvertes aussi, elles jusqu'à 8 heures du matin. Et ça arrivait que des serveurs restent attitrés à ces salles-là. D'accord. En tout cas, dans ce restaurant-là, il y a plein d'autres restaurants qui fonctionnaient complètement différemment. Et du coup, tu disais que tu avais parfois des horaires qui pouvaient aller de 8h jusqu'à 4h du matin. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé dans beaucoup de restaurants ou c'était vraiment spécifiquement dans quelques-uns? Quasiment tous, en tout cas tous les étoilés que j'ai faits. Tous les étoilés que j'ai faits, les horaires s'étendaient à plus de 3 heures du matin. À partir du moment où j'ai commencé à aller travailler dans des bistrots, les horaires s'arrêtaient plus aux alentours des 23 heures, 1 heure du matin. Mais sur tous les étoilés, par contre, c'est plus de 2 heures à coup sûr. J'imagine que ça doit être un peu éprouvant du coup physiquement à la longue. Et ça peut l'être pour certains. Moi, comme je suis passionné du métier, ça va, j'ai réussi à tenir le choc. La passion a fait que, au final, je prenais mon pied au boulot, donc la fatigue, je ne la sentais pas spécialement. Et puis, au bout d'un moment, avec le rythme, le corps, il s'habitue. C'est un rythme, malgré qu'aujourd'hui, à l'heure aujourd'hui même, je ne travaille plus en restauration, j'ai quand même gardé ce rythme où j'arrive pas à dormir avant très très tard. Et je dors très peu parce que j'avais l'habitude. On terminait à 4-5 heures du matin, mais on reprenait quand même à 8 heures le lendemain matin. Ouais. Donc c'était des nuits très courtes et c'est quelque chose que j'ai gardé encore aujourd'hui. Quand on s'est contacté pour ce podcast, dans ma tête, pour moi, le métier de serveur, c'était vraiment principalement la journée ou très rarement les soirées. Est-ce qu'il y a une explication de pourquoi est-ce que les étoilés ils terminent aussi tard que par rapport à des restaurants un peu plus moyenne classe? Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a pas mal du fait que les patrons cherchent à avoir un petit peu plus d'argent en vendant toujours plus. C'est là où, dans les petits restaurants, justement, les patrons vont essayer de sortir un petit peu les clients assez vite pour pouvoir rentrer chez eux. Là où les grands étoilés ont moins d'obligations parce que la plupart des patrons déjà habitent sur place. J'ai très peu vu d'étoilés où les patrons avaient une maison plus loin. La plupart, c'est vraiment, ils habitent sur place, c'est leur maison, leur restaurant. Et du coup, plus ils peuvent faire tarder, plus ils vendent. Et du coup, plus ils se font d'argent. Donc je pense qu'il y a une part de ça. Et il y a le côté aussi satisfaction du client. Vu que c'est des étoilés, il y a une satisfaction qui est... les clients mettent la barre un peu plus haute sur la satisfaction. Et le fait de sortir un client plus tôt peut être hyper mal vu dans un étoilé. D'accord. Niveau personnel, vie personnelle, est-ce que ces horaires, quand tu les avais, si tu étais en couple avec quelqu'un, est-ce que ça t'a
créé des problèmes dans cette relation-là ou pas du tout? Au tout début, oui, parce que très honnêtement, je voyais pas comment je pouvais mener une vie de famille et une vie sociale avec ça. C'était vraiment, au début, je pensais que il fallait vraiment être avec des personnes qui sont là-dedans. Si je voulais une petite amie, c'était une petite amie dans la restauration pour qu'elle soit avec moi. Mais après, avec le temps, on voit qu'on peut trouver des amis et même une petite amie qui s'adapte aux horaires. Ça, c'est juste, il faut trouver la bonne personne. Et pour les amis, c'est exactement la même chose. Avoir ceux qui acceptent d'avoir des horaires différents. C'est comme, sans parler d'horaires, on a aussi les jours décalés. En restauration, il y a les week-ends qui sont décalés. On n'a pas le samedi, dimanche. En général, c'est plutôt lundi, mardi. C'est des choses qui peuvent poser souci, mais en soi, non, pas vraiment. Ok. Ça peut poser des problèmes sur les débuts, quand on ne se rend pas encore vraiment compte à quel point ça peut impacter. Et puis au final, quand on maîtrise le truc, il n'y a pas trop de soucis. Et au niveau des déplacements, par exemple, la nuit, c'est plus compliqué, j'imagine. Enfin, je sais pas si tu prenais les transports en commun ou si tu avais une voiture. Alors sur plus de la moitié des restos où j'ai travaillé, j'avais ce qu'on appelle les logements du personnel. D'accord. Et du coup, les restaurateurs qui prévoient des maisons, soit dans le restaurant, soit juste à côté du restaurant, que justement les employés puissent aller se coucher très vite et puis revenir très vite au travail Ok. sans avoir 50 000 de route à faire. Donc ils s'organisent beaucoup comme ça, ils ont des maisons juste à côté pour faciliter à leurs employés. Mais du coup, niveau mental, c'est pas un peu compliqué parce que tu rentres du boulot, tu es juste à côté de ton endroit de travail et c'est une maison par le patron. Et après, tu es en fait H24 dans cette bulle du travail de la restauration. Mentalement, c'est pas un peu compliqué? Je dirais que tout dépend du personnel avec qui tu es. Il y a eu des maisons du personnel dans lesquelles ça a été hyper agréable, c'était festif et tout ça. Et il y en a eu d'autres, j'ai jamais vu aussi morbide que ça. Ah ouais. Ah ouais. Il y a de tout. Ça peut aussi bien être génial comme une colonie de vacances, comme ça peut être un enfer comme une colocation qui se passe mal. Ah ouais, d'accord. Ça dépend de l'entente avec l'équipe C'est ça. et tout ça. Comment est-ce que tu trouves que le métier des serveurs est perçu dans la société ou par les gens autour de toi? Il a de plus en plus de valeur depuis les récents événements du Covid. Il y a eu une dépénurie de personnel dans le métier, que les gens ne voulaient plus du tout travailler, ils ne supportaient plus de faire des horaires comme ça et d'être payés au lance-pierre. Et du coup, il y a eu une revalorisation du travail là, ces derniers temps qui est pas négligeable. Jusqu'à aujourd'hui, j'aurais dit on était dénigré. Aujourd'hui, je peux plus trop le dire parce qu'il y a une revalorisation en cours. En fond, tu dirais que le Covid a eu un impact positif sur l'image du métier? Sur l'image seulement. Ouais, sur l'image, oui, j'imagine. C'est bien de préciser sur l'image parce que sur le personnel, pas du tout. Hein. Ouais. Il y a énormément de monde qui ont perdu le travail à cause de ça. Et je parle pas du nombre de restaurants qui ont fermé malgré avoir tenté de rester ouverts. Parce que vu qu'on est sur la nuit, sur les restaurants, la plupart du temps, là où on va faire le plus gros chiffre d'affaires, c'est dans les soirées. Le midi, ça va juste être des gens qui vont passer, qui viennent manger entre le travail avant d'aller reprendre. Le soir, on va vraiment avoir des gens qui sont là pour tarder, pour rester, pour prendre du plaisir. Et du coup, quand il y a eu le Covid qui est arrivé, il y a eu la fermeture à 20h, à 21h. Et du coup, on a eu toute cette partie de la nuit de notre métier qui a été complètement enlevée et il y a eu des pertes énormes. Et du coup, quand tu étais encore serveur, il y a toujours des stéréotypes pour n'importe quel type de métier et tout. Est-ce que tu en as reçu de la part de personnes dans ton alentour ou même en y travaillant, est-ce que tu as vu certains stéréotypes qu'on donne? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que c'est faux? Ce genre de choses. On a la chance quand même d'avoir un métier qui n'est pas trop stéréotypé. Il n'y a pas trop de faux dires sur le métier. En général, ce qu'on dit, c'est vrai, hein, c'est que c'est un métier qui est compliqué. Après, non, là j'avoue que je vois pas trop. Okay. Pas de stéréotype, non. Si, peut-être le stéréotype des gens qui veulent embaucher que les serveuses, qui est en train de complètement disparaître. C'est un truc qu'on ne voit plus du tout. Les patrons qui embauchaient que des serveuses, maintenant sur toutes les annonces on voit serveur-serveuse. C'est quelque chose qui n'existe plus et ça c'est plutôt sympa. Ouais.
Et du coup, est-ce que toi, tu considères que c'était un métier difficile ou tu l'as plutôt bien vécu? Je l'ai très bien vécu jusqu'à l'arrivée du Covid. Ah. Et, comme j'ai dit au tout début, c'était difficile parce qu'il faut s'adapter au métier. Mhm. Ensuite, il faut arriver à choper cette petite passion. Parce que vraiment, si on n'a pas la passion du métier, je pense que c'est un métier qu'on ne peut pas faire comme beaucoup de métiers qui sont assez exigeants. Euh, et, euh, et du coup, au début, un peu compliqué. Sur, ensuite, ça va plutôt bien. Et il y a eu la période Covid, là, du coup, qui m'a fait perdre le travail, où ça a été un peu plus compliqué, mais pas lié au travail, du coup. Ok. Et du coup, est-ce que dans les restos étoilés, on trouve aussi beaucoup de clients un peu énervants ou quoi? Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que tu as des exemples? Alors, le meilleur exemple que j'ai, ça va sûrement te faire rire. J'ai eu Gérard Depardieu qui est Oh. venu manger au restaurant et qui a fini complètement bourré, à danser sur une table, à nous casser tous nos trucs. Ouais. Vraiment, c'était autant tant qu'il n'avait pas bu, c'était un personnage hyper agréable, mais après qu'il ait bu, c'était un enfer. Mais drôle type. Après, en personnalité énervante, non, je crois pas que quelqu'un m'ait énervé à part lui, parce que j'ai du tout nettoyé derrière lui. Ah oui, d'accord. Mais par contre, on a beaucoup la chance de croiser beaucoup de personnalités. J'ai reçu les équipes de rugby de Toulouse, on a reçu toute l'équipe de France pour le Tour de France. Quand il est passé Ouais. à côté de Revel, l'hôtel où je travaillais, c'est l'hôtel où ils ont dormi. Et c'est plutôt sympathique aussi de pouvoir voir plein de personnalités passer. Ah oui, ça doit être sympa surtout. Si tu les connais, si tu les aimes bien, ça doit faire quelque chose. Est-ce que les horaires de nuit, en tant que serveur, elles étaient plus payées ou c'était complètement le même, paiement que si c'était en journée En restauration, il n'y a pas d'heures supplémentaires. Les heures supplémentaires ne sont pas payées. Tu pourras faire 50 heures supplémentaires, ce ne sera pas payé parce que sur la plupart des contrats, c'est notifié que tu es en heures complémentaires et les heures complémentaires ne sont pas obligées d'être payées. Elles peuvent être rattrapées, mais pas obligatoirement. Du coup, ils jouent beaucoup sur ce petit truc-là où ils te font faire des heures, ils te disent on te fera rattraper le jour où on n'aura pas de clients. Sauf que si ce jour arrive jamais, tu rattrapes jamais tes heures et elles ne sont pas payées. D'accord. Et c'est plus ou moins tout à fait légal. Plus ou moins. Oui, du coup, est-ce que ton travail en tant que serveur était suffisant pour subvenir à tes besoins ou il fallait que tu fasses un autre petit job à côté? Il fallait pas que je fasse d'autres jobs à côté, mais c'était pas suffisant. Je vivais juste sur la limite, quoi. Avec un découvert tous les mois, mais pas trop énorme qui me mettait pas dans la merde non plus. D'accord. Du Et coup, juste, oui, vas-y. juste, je reviens aussi sur les horaires supplémentaires et tout ça. Les horaires que l'on fait de nuit ne sont pas comptés en horaires de nuit également. Elles sont payées le même tarif que les heures de jour. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a vraiment pas de différence. Non, il n'y a pas de différence. Ok. C'est compté comme un contrat jour. D'accord. Et du coup, les week-ends, enfin, vous, c'est pas des week-ends, mais les samedis, dimanches, comme c'est considéré comme des week-ends, normalement, vous êtes censé être payé plus haut, ça change pas? Non plus. Non plus, Ah oui, il d'accord. n'y a pas de différence. Non, non, c'est... Après, je ne me suis pas renseigné depuis les récents changements. Peut-être qu'il y a eu du changement là-dessus, mais en tout cas, moi, j'ai jamais été payé D'accord. plus parce que j'avais travaillé un dimanche. D'accord. Ok. Toi qui, du coup, as travaillé de nuit, est-ce que l'ambiance dans un restaurant ou même dans une ville est différente de la journée? Est-ce que les personnes que tu rencontres sont différentes? Qu'est-ce qui est différent, en fait, par rapport à la journée? Alors, par rapport à la journée, déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, la journée, c'est beaucoup de personnes qui viennent manger en passage, qui se dépêchent, alors que le soir, c'est des gens qui sont là pour rester, pour prendre du temps. Souvent, moi en plus, ce que j'aime bien dire, dans un restaurant étoilé, on ne sert pas un repas, on raconte une histoire. Donc ces personnes-là, je suis là pour les accompagner du début de soirée jusqu'à la fin de nuit s'il faut, pour leur raconter l'histoire de leur repas. Que ça aille de l'apéritif jusqu'au digestif. Donc C'est beau comme façon. c'est là où le midi on sert à manger, le soir on raconte une histoire. D'accord. Intéressant. Ah, c'est joli dit comme ça. Ouais. Et du coup, on va peut-être passer sur des questions un peu plus générales sur le monde de la nuit, vu qu'on y est. Qu'est-ce que tu as en tête quand on te dit monde de la nuit, toi?
pense déjà beaucoup aux fêtes, hein, tout ce qui va être boîte de nuit, les bars, les clubs. Euh, je vais penser aussi à tout ce qui va être ces métiers qu'on ne voit pas trop, comme les personnes sur les routes. Euh, Ouais, c'est ce que ça m'évoque en général. Tout le domaine de la fête et tous ces métiers cachés qui travaillent de nuit et qu'on ne voit pas, comme par exemple les infirmiers aussi font partie des métiers de nuit. Et on en entend très peu parler. On entend parler des infirmiers, mais pas des infirmiers qui travaillent de nuit. Est-ce que toi, tu connais d'autres personnes qui travailleraient dans la nuit? Oui, je connais pas mal. J'ai des connaissances qui travaillent en club de striptease. J'ai des connaissances qui travaillent dans des bars et dans d'autres restaurants qui, eux, sont ouverts spécialement la nuit en plus. C'est pas des restaurants de jour, c'est des restaurants de nuit. C'est quoi la différence? Tu vois l'ambiance d'une bar à chicha? Bah, c'est un peu plus ambiance bar à chicha, mais restaurant. Ok, je pense que je vois, ouais. Voilà, tu vas manger, mais tu chill entre potes. D'accord, c'est un peu plus détente. C'est ça. Ok. C'est ça, ils s'appellent restaurant parce qu'ils servent des plats, ils ont une belle carte, mais en soi, c'est comme si tu mangeais un kebab dans un canapé, dans une salle avec un peu de musique et une bonne ambiance, quoi. Ah ouais, d'accord. Mais, Est-ce que tu as fait d'autres métiers de nuit que serveur? Que je réfléchisse 2 secondes. Non, je crois pas. Oui, mais c'est pas, je l'exerce pas comme mon métier, donc non, je crois pas que j'ai exercé d'autres métiers de nuit. J'ai eu à côtoyer beaucoup les métiers de la nuit, parce que j'étais un gros fêtard quand j'étais jeune, donc j'ai beaucoup côtoyé de DJ, j'ai beaucoup côtoyé de personnes qui s'occupaient de spectacles. Je sais même plus comment on appelle ça. Quand on projette sur des murs. Ah, du mapping? Ouais, du mapping. J'ai pas mal de connaissances dans le mapping aussi. D'accord. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont obligées d'être faites de nuit. Des artificiers aussi, que j'ai eu à rencontrer. Ça c'est assez sympa parce que c'est des métiers assez insolites. Mais ça se perd en plus comme genre de métier. C'est moins courant qu'à l'époque quand ça avait été Disons que maintenant il y a les grands artificiers, que c'est eux qui se font les batailles pour les grands feux d'artifice et tout ça. Il y a très peu de petits artificiers qui arrivent à se faire une place. Mais j'imagine que ça va être compliqué de rentrer là-dedans maintenant. Ouais. D'ailleurs, pour les feux d'artifice, il y a des concours qui sont organisés dans le sud de la France, à côté de Montpellier, où pendant toute une semaine, ils tirent des feux d'artifice tous les soirs. Il y a 3 ou 4 feux d'artifice différents sur des thèmes où il y a de la musique. Et le but, c'est d'associer tes feux d'artifice avec la musique. Et le gagnant de ce grand concours-là, c'est la personne qui fera le feu d'artifice sur la Tour Eiffel. Ah ouais? Oh, stylé. Ah, c'est marrant, je savais même pas qu'il y avait des concours de feux d'artifice. Ouais. Et ça se passe pas très loin d'ici, hein, c'est à côté de Montpellier. D'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as des idées reçues sur le milieu de la nuit? Genre des stéréotypes, ce genre de choses? Alors, sur tout ce qui va s'écarter de la restauration, je vais prendre d'abord sur le côté fêtard, tous les stéréotypes. C'est déjà que c'est des métiers assez dangereux en fonction de si on est un homme ou une femme. Quand je vois mes amies qui m'expliquent qu'en sortant de leur club, elles se font limite agresser et qu'elles sont obligées d'être à 3 ou 4 copines pour pouvoir rentrer chez elles, parce que sinon c'est compliqué. Il y a ce genre de stéréotype-là que c'est des métiers qui sont un petit peu dangereux. Mais quand on discute un petit peu avec ces personnes-là, on se rend compte que c'est qu'une petite partie, que nous, on voit beaucoup cette grosse partie, mais qu'en fait, c'est qu'une toute petite partie de leur métier et que nous, on voit que ça parce que ça nous choque.
mais qu'elle, au final, comme c'est tous les jours qu'elle le voit, c'est presque banal. Bah, ça les embête, mais pas plus que ça. Ouais, c'est ce qui, à nos yeux, est mis en avant le plus par les médias, par les réseaux. C'est ce qu'on voit le plus. Ouais. Ouais, c'est les points négatifs, c'est ce qu'on retient le plus que les points positifs. Et ce pour plein de métiers de la nuit, hein, en vrai. Hein. Ouais. Ce qui est dommage. Et c'est pour ça qu'on fait C'est le cette principe émission. de l'émission, du coup. C'est Donc pour c'est ça qu'on tant le fait. Comme je vais vous donner l'exemple de mon ami là, qui travaille en strip club. Tout le monde se fait l'image des strip clubs de quelque chose de hyper sexualisé, de quelque chose de presque sale. Il y a beaucoup d'images là-dessus. Alors que quand on va dans des endroits comme ça, si on regarde autre que le côté charnel, il y a quelque chose qui est quand même vachement artistique. Quand on regarde les danses que les femmes font, c'est des choses que ni vous ni moi ne serions capables de refaire parce que c'est des heures et des heures d'entraînement. Moi, je trouve ça juste magnifique que derrière ce côté hyper sexualisé, il y a quand même ce côté hyper artistique. Oui, c'est ça, c'est qu'on oublie le côté que c'est un spectacle et qu'il y a une prouesse derrière. Oui. Mais c'est comme le problème que les cabarets ils ont eu il y a quelques années. Pendant des années, on avait le stéréotype que c'était vraiment très sexuel, que c'était des hommes débauchés qui allaient les voir pour... c'était des gros chiens, entre guillemets. Mais alors que maintenant, on représente les cabarets comme plus un endroit de spectacle où c'est de la danse exotique, un peu sensuelle, mais c'est un spectacle. Et du coup, ça commence à changer dans les pensées des gens et ça, c'est plutôt Il bien. commence à y avoir une petite revalorisation et c'est pas plus mal. Mais je pense que ça, ce qui a beaucoup aidé, ça, c'est Internet. Et le fait que beaucoup de TDS, donc travailleuses du sexe, parlent de leur sujet et dénouent les langues autour de ça. Et c'est pour ça aussi que nous, on veut faire ce podcast. C'est pour, en plus, amener du regard sur certains métiers qu'on oublie. Genre, comme tu as dit tout à l'heure, les chauffeurs ou même tous ceux qui travaillent dans la nuit, dans les chantiers ou autres. On les oublie la plupart du temps et on ne les laisse pas parler. Et du coup, c'est intéressant que tu nous dises et que tu nous mettes en valeur ça, pareil, pour le métier de serveur, que forcément, on n'a pas de base. C'est quelque chose qu'on ne pourrait pas se douter et qui pourtant est là. C'est pas des métiers sur lesquels on est vraiment renseigné en fait. Et très peu de personnes, hein, je vous avoue, hein, même sorties d'école d'hôtellerie, je vois des jeunes qui sont complètement paumés et qui savent pas à quoi ils s'attendent. Ah ouais. Parce qu'on leur explique pas. Alors, on leur explique, trucs de nuit. mais on les forme pas à la dureté du métier. On les forme à savoir faire le métier. On les met pas dans une brigade à travailler sous les ordres d'un chef. Ça a rien à voir. Ah, y a pas des... Vraiment, j'ai pas vu beaucoup d'étudiants qui sortaient d'écoles de cuisine qui n'étaient pas un minimum paumés. Mais normalement, il n'y a pas des stages ou des alternances avec les écoles d'hôtellerie pour Si. vraiment les mettre en cuisine et vraiment dans le feu de l'action? Si, il y en a, mais Il doit y avoir quand même une différence entre le stage et être en situation réelle. je vais être très honnête, hein, quand tu vois dans un restaurant et que tu as un mec qui arrive en tant que stagiaire, crois pas qu'il va faire ce qu'il fait à l'école. Hein. Il va peler des patates, il va écoper les petits pois, il va faire tous les trucs que les autres n'ont pas envie de faire. Hein. Il va pas faire ce qu'il était venu regarder. Ah oui, c'est le cliché du stagiaire quoi. Ouais. Il récupère les tâches. C'est ça, il fait le commis de cuisine. Ok. Pour la salle, c'est un petit peu différent. On est obligé de les mettre à contribution en salle. D'ailleurs, sur les stagiaires, on n'a pas le droit de les avoir sur les horaires de nuit. On est obligé de les faire rentrer avant les horaires de nuit. D'accord. Ouais, du coup, ils ne peuvent pas vraiment expérimenter cet environnement-là de ce qu'est la restauration de nuit. Et en vrai, c'est dommage. Après, niveau légalité, je peux comprendre, mais Ouais, c'est dommage pour les gens qui travaillent dans ça, qui apprennent ce métier. À chaque fois que j'avais une stagiaire, elle terminait, il devait être 22h30, et nous, on terminait après, il était 4h du matin. Elle nous attendait à la maison du personnel de 22h30 jusqu'à 4h du matin. Ah oui. Ouais. Donc même pour elle, tu vois, c'était pas spécialement cool. Ouais. Vu que comme elle était en stage, c'est un endroit un peu paumé, maison du personnel, elle n'a pas de voiture parce qu'elle a 16 ans. Donc forcément... D'accord. Mais du coup, c'était une collégienne lycéenne, si elle a 16 ans.
Il y a D'accord. des stages lycée, il y a des stages de cuisine, c'est obligatoire. Ah ouais. D'accord. Parce que je croyais que les écoles d'hôtellerie, c'était après le lycée. Que d'abord, tu devais faire un bac général et après, tu Il y a devais des te lycées spécialiser. hôtellerie. T'as des lycées, ok. Ce serait quoi pour toi les avantages à travailler la nuit par rapport à la journée? Tout dépend du type de personne qu'on est, mais moi qui suis pas une personne qui vit beaucoup la journée, j'ai toujours eu, dès mon adolescence, des horaires assez décalés. J'ai toujours veillé plus tard que la moyenne et tout ça. Et du coup, c'est un métier dans lequel je me suis bien trouvé parce que les horaires ne me dérangeaient pas. Euh, Il y avait même dans restauration, on a une coupure entre. On ne travaille pas toute une journée d'affilée. On travaille de 8h jusqu'à 15h, 15h30. Et on a une pause jusqu'à 18h, on reprend à 18h jusqu'à la fin du service. Et il y a même la petite pause pour faire la sieste. Donc, Oh. c'est pas des horaires qui, moi, me dérangeaient, mais je pense qu'en fonction du type de personne qu'on est, si on aime bien vivre la journée, si on aime bien sortir la journée, c'est pas le genre de métier qu'il faut faire parce que ça va occuper tout ton temps la journée et en plus de ça, ça va occuper tout ton temps le soir et tu pourras rien faire parce que dans l'après-midi, il n'y a que 2 petites heures où tu as du temps libre. Alors que sur un travail normal, bah, tu vas avoir la fin de l'après-midi de libre. Là où en restauration, pas du tout. Toi, ça correspondait plus ou moins à ton mode de vie. Ouais. Ok. Je pense que l'appréciation des horaires va vraiment aller avec le style de vie de la personne. D'accord. Et si tu devais faire un nouveau métier de nuit, ça serait lequel? Enfin, si, imaginons, tu connais toutes les infos sur les métiers de nuit, lequel ça serait? Ça t'intéresserait le plus? Hum, J'avoue que j'aimerais bien une brigade humanitaire, quelque chose qui fasse des rondes la nuit pour tout ce qui est les SDF et les trucs comme ça. Quelque chose qui soit en aide à la population, qui est dans le besoin la nuit justement. euh, comme il y a beaucoup de personnes qui dorment dehors, des choses comme ça, leur apporter des couvertures, des choses comme ça. Mais autre qu'une association, il y a des choses qui existent en tant qu'association pour faire ça, mais que ce soit un vrai métier reconnu avec des aides de l'État et des choses comme ça. Je pense que ça pourrait être pas une mauvaise idée. Là, c'est surtout du bénévolat. Et ouais, je pense que ce serait bien que l'État le reconnaisse comme un métier et rémunère ces personnes qui viennent en aide aux personnes. Ouais, ce serait sympa. C'est cool en effet. En vrai, c'est pas mal. Sinon, après, ils sont méchants. C'est pas bien d'être méchant. Et, Non, mais c'est une bonne démarche. Oui. un exemple, Bonne démarche. un exemple typique, je sais que c'est un grand mouvement qui se fait en France. C'est des mouvements de jour, par contre, c'est pas des mouvements de nuit, mais ça s'appelle la maraude. La maraude, c'est des gens qui font une maraude dans la ville pour aller aider tous les sans-abri et tout ça, leur donner des couvertures et tout ça. Et c'est quelque chose que j'ai jamais vu faire de nuit. Et je pense que c'est de nuit que ces gens-là ont le plus besoin. Eh Bah, ben, la Croix-Rouge à au Toulouse, ils contraire. le font de nuit. tout à fait. La Croix-Rouge le font de nuit à Toulouse. Ça, je ne le savais pas. Ouais, ils font des tours avec des camions et ils vont apporter tout ce Ouais. qu'il faut des SDF. Ok. Et ouais, toutes, ça se fait de toutes nuit. familles ont besoin, tout ça. La Croix-Rouge, elle s'en occupe. Ouais. En tout cas, sur Toulouse, on sait qu'il y a des maraudes de nuit. Ok, bon, bah, ça c'est cool. Je savais pas. Maintenant, tu le sais. Voilà. Et est-ce que je peux faire quelque chose inverse? Est-ce que je peux, moi, vous poser une question? Ah, Mais bien vas-y. sûr, Pose-moi une fais-toi Parce que plaisir. vous m'avez demandé quel stéréotype j'avais sur les métiers de la restauration. Moi, j'aimerais bien savoir, du coup, des personnes qui sont extérieures à la restauration, quel stéréotype vous avez? Alors, ça dépend parce que toi, c'était les étoilés et j'ai une image différente si c'est étoilé ou non, en fait. Je sais pas, j'ai en tête 2 images distinctes. C'est 2 images distinctes. Parce Tu que as bien raison. étoilé, tu vois, en tête, on a avec les serveurs en costard qui présentent bien avec des clients soignés et tout. La restauration un peu moins prestigieuse, où c'est un peu plus tranquille et t'as des clients un peu plus relous. Voilà. Eh ben, détrompe-toi. C'est plutôt Ah. l'inverse. D'accord. On a plus de clients relous en étoilé que dans des petits restaurants.
Genre Gérard Depardieu. Même sans ça, c'est comme j'expliquais tout à l'heure, dans les étoilés, il y a énormément d'exigences. Et si tu réponds pas à cette exigence, vu que le prix le justifie, les clients vont être très chiants. D'accord. Alors que dans un petit restaurant, au pire, il a payé son assiette 15 €, il a mangé, il est content. Je vois. D'accord. Il Ouais, n'a peut-être plus de pression. pas beaucoup perdu. Alors que le monsieur où tu lui as juste fait une toute petite tache de vin sur sa nappe, mais bon, son vin, il l'a payé 1 500 €, le monsieur va être embêtant. Ce qui est à la fois compréhensible et à la fois pas très logique. Ok. Toi, Lisa? Moi, des stéréotypes dans les restaurations. Alors, pour la restauration étoilée, les stéréotypes que j'ai toujours eus, c'est que les serveurs qui travaillent là-bas, et surtout quand ils ont des grands rangs, genre maître de salle ou autre, ils se la pètent. Ils se la pètent. Pour moi, c'est un stéréotype, mais c'est juste parce qu'ils sont dans des étoiles, ils sont en mode ah, ouais, moi je suis un futur chef. Je dirais que même que c'est au-delà de se la péter, je dirais que quand on arrive à... Pas quand on est serveur, mais quand on passe les rangs au-dessus de serveur, ça va beaucoup passer comment on peut dire ça? Écraser les personnes. Ah ouais. Il faut montrer que c'est toi le meilleur pour pas perdre cette place-là, parce que c'est des places qui sont tellement vacillantes que au final tu peux la perdre du jour au lendemain parce qu'un autre à côté s'est donné encore plus. Donc moi c'est quelque chose que j'aime pas. Moi j'ai toujours prôné le travail d'équipe dans mon métier. C'était quelque chose qui était absolument important. D'ailleurs c'est pas pour rien que je suis à l'heure d'aujourd'hui, si je retravaille en restaurant, je suis plus serveur, je suis responsable de salle. Aujourd'hui, je gère des équipes entières. Ok. Ça a toujours été le travail d'équipe qui a primé. Alors que dans la majorité des restaurants où j'ai travaillé, mes responsables, c'était des personnes qui cherchaient à nous écraser pour prouver qu'ils étaient meilleurs. Mais d'un autre côté, il y avait du bon aussi dans ça, parce que ça nous endurcissait à nous forcer à être meilleurs pour arriver à avoir cette place-là. D'accord. Ah ouais. C'est à double tranchant. C'est assez concurrentiel en fait, finalement. Et pour les gens qui en veulent, oui. Parce qu'il faut vraiment le vouloir. C'est quand on est sur les serveurs, je vais dire, il va y avoir deux types de profils. Il va y avoir le jeune qui va faire serveur par dépit, parce qu'il a trouvé que ça et que ça embauche bien là-dedans. Et il va y avoir la personne qui veut faire carrière là-dedans, qui veut être un grand maître d'hôtel renommé, qui veut connaître de bons vins sur le bout des doigts. Ces personnes-là, oui, elles vont devoir se battre parce que ces places-là, elles se font très rares dans les restaurants. Ok. Si aujourd'hui, moi, je monte mon CV à un restaurant et que je lui dis je veux être responsable de salle, il y a de fortes chances que mon CV soit mis en concurrence avec énormément de personnes. Parce que il y a beaucoup de personnes par rapport à l'offre qu'il y a sur le métier de responsable. Et du coup, il y a une espèce de concurrence à qui arrivera à écraser le responsable, qui sera meilleur que le responsable pour devenir responsable. Ok, d'accord. Chose que je ne supporte pas d'ailleurs dans la restauration. Je trouve que ça mène souvent à la chute des équipes. Ça met encore un peu plus de pression finalement sur les serveurs. Mais comme je dis, il y a le côté double tranchant qui fait que ça nous force à avancer plus vite et ça forge des caractères des serveurs qui lâcheront jamais rien, là où beaucoup de serveurs craquent dans leur service. D'accord. Alors là, j'ai une question qui vient de pop-up dans ma tête. Je m'y connais pas très bien en métier de la restauration. Est-ce qu'il y a une grosse différence entre les chefs qui sont en cuisine et les serveurs au niveau de la paie et au niveau des horaires? Alors, de la paye, oui. Il faut savoir que tout ce qui est en cuisine est beaucoup mieux payé que ce qui est en salle. La salle est très peu, enfin, je dirais pas très peu, mais sur un responsable de salle et un responsable de cuisine, il va bien y avoir 500-600 € de différence. Ah oui, Ah quand ouais. même. C'est pas mal. Et un bon chef de cuisine, ça peut aller jusqu'à 2500 €. Un bon chef de salle, c'est 2000 €. D'accord. Ouais. D'accord. Et je sais que dans certains métiers, par exemple comme l'audiovisuel, on peut réussir à un peu discuter des tarifs que ton patron va te donner, combien est-ce que tu te vends et tout. Est-ce que en restauration,
il y arrive que des patrons te demandent pour combien est-ce que tu te vendrais, enfin, vendrais entre guillemets, combien est-ce que tu me coûterais en fait, si je te prends. Alors, tout ça, ça va dépendre du CV que tu as en tant que restauration. Si tu as fait que des petits restaurants, faut pas compter là-dessus. Si tu as fait des restaurants étoilés comme moi aujourd'hui, à l'heure actuelle, si je retravaille en restaurant, je demande un salaire bien précis parce que je sais que j'ai appris dans de très bons restaurants, j'ai des techniques qui méritent d'être payées un certain nombre. Je vais te donner un exemple tout bête. Je sais faire une découpe de turbo en salle. Il n'y a pas beaucoup de serveurs qui savent faire des découpes de turbo en salle. Qu'est-ce que c'est une découpe de turbo? Le turbo, tu vois, c'est le poisson plat qui ressemble un peu à la sole. Ok. Et en gros, c'est les services où tu apportes le turbo entier devant le client. Tu découpes, tu le désarrêtes, c'est toute la technique de découpe, Ça. mais devant le client. Ça, c'est classe. Et ça, c'est des choses, quand tu apprends à les faire, tu peux arriver à faire valoir ton salaire. Mais je dirais que pour arriver à faire valoir son salaire, il faut bien au minimum 5 à 6 ans de métier déjà. D'accord. Avant, c'est très compliqué, sachant que, comme je disais, le métier est déjà très peu payé. Donc c'est assez compliqué de demander un petit peu plus de sous. D'accord. Il faut déjà avoir un CV béton. Ouais, mais aujourd'hui, tu sais ce que tu vaux dans ce métier-là, quoi. Oui. D'accord. Oui, je vais vous dire du coup, quand je travaille en restaurant, moi aujourd'hui, je demande 1800. Je ne demande pas 2000 parce que je sais que je n'ai pas encore toutes les capacités d'un grand maître d'hôtel ou d'un grand responsable de salle. Ouais. Je sais que j'ai encore des choses à apprendre, du coup je demande 1008. Ok. Comparé au salaire moyen d'un serveur, on va dire. 1200 €. Ah oui, d'accord. C'est le SMIC. C'est pas plus. Ah oui, vous êtes vraiment à la limite en fait. Ouais, ouais. Et encore, c'est le SMIC hôtelier, qui n'est pas le même que le SMIC classique. J'ai pas les taux, je connais pas les chiffres, je connais pas la différence, mais je sais que c'est pas le même SMIC. Déjà, je savais même pas qu'il y avait un SMIC hôtelier. Ouais, moi non plus. D'accord. Ah oui, vous êtes vraiment au ras du truc, quoi. Ah oui, il y a des conventions bien spécifiques pour l'hôtellerie-restauration qui sortent un petit peu des normes. Ils n'aiment pas vous donner de l'argent. Mais comme je dis, c'est en train de changer, c'est bien. Mais je pense que tu n'as pas forcément la réponse, mais ça peut être une bonne question à débattre. C'est pourquoi est-ce que les serveurs sont autant moins bien jugés que par exemple quelqu'un en cuisine? Pourtant, c'est quand même un métier très compliqué, tu as beaucoup de contacts sociaux, tu dois réussir à donner envie aux clients de prendre un certain plat ou même en leur expliquant qu'est-ce qu'ils vont manger, tu leur donnes l'appétit, il faut que tu leur donnes envie de découvrir le plat. Et je trouve que c'est quand même un métier très compliqué et c'est dommage qu'il soit moins bien payé que ceux qui sont en cuisine, alors que ça peut être à peu près le même taux de stress ou de capacité. Regarde tout ce que tu m'as dit, un serveur, ça doit te donner envie. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as été manger à un restaurant et qu'un serveur t'a donné envie de commander un truc? Alors, aller au restaurant très longtemps et ouais, ça fait tellement longtemps que je me rappelle pas des serveurs. Voilà, c'est que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux profils sur les serveurs. Il y a les serveurs qui font ça par dépit et les serveurs pas patients. Et le métier est composé de 90% de personnes qui le font par dépit parce qu'il y a beaucoup d'embauches là-dedans. Et du coup, ça mène à des serveurs qui ne font pas le métier correctement, qui ne le font pas sérieusement parce qu'ils n'ont que ça. Donc forcément, ça ne plaît pas forcément. Et du coup, l'image du métier en a empathie. Je ne sais même pas si ça se dit. Du coup, l'image du métier a été marquée derrière par ces personnes qui ne faisaient pas spécialement bien le métier. Là où quelques années avant cette vague il n'y a que de la restauration en travail, la restauration c'était quelque chose d'extrêmement prestigieux en France, même les petits restaurants. Je me souviens quand j'étais tout petit, il y avait des restaurants au bord des autoroutes et au bord des routes nationales qui marchaient bien mieux que des restaurants aujourd'hui sur le centre-ville de Toulouse. Ah ouais? Alors qu'ils étaient en bord de national. Et il y a eu une décadence des restaurants sur les dernières années et l'image s'est ternie en même temps que ça. Et surtout l'image des serveurs parce que justement c'est un métier qui est fait par dépit.
Là où le cuisinier, c'est celui qui le fait par passion. D'accord. Non, mais c'est vrai que ta question était hyper intéressante parce qu'en réfléchissant, j'ai pas souvenir d'un serveur qui aurait bien vendu un truc. Ou... Bon, Ça, après, j'ai c'est- pas fait beaucoup de restaurants dernièrement, mais c'est vrai que. Mais surtout, un restaurant où tu as le serveur qui va vraiment te parler et te présenter la carte, ça se fait de moins en moins. Et ça, c'est depuis l'apparition Ouais. des fast-food dans un sens. Parce que tu commandes à la carte ou sinon maintenant Oui. tu as les tablettes où tu peux commander directement et du coup tu as la commande qui vient directement sur ta table. Alors que à l'époque, tu étais vraiment obligé d'avoir le contact social. Et du coup, je pense que ça serait mieux de quitter la technologie, même si pour le Covid c'est un peu mieux au niveau des normes hygiéniques. Mais ça serait mieux de perdre la technologie dans les restaurants pour retrouver ce côté traditionnel de on parle à un être humain, on commande et il nous raconte, comme tu as dit, une histoire pour ce qu'on va manger pour notre palais. C'est ça qui a peut-être Alors, moins ce côté c'est, humain dans les restos. C'est assez intéressant ce que tu racontes par rapport à la technologie et tout ça, parce que j'ai vécu les deux. Moi, j'ai vécu tout ce qui était les commandes à la main et tout ça, mais j'ai eu aussi un restaurant où on a travaillé, toutes les commandes se faisaient par iPad. Et au final, eh ben, ça apporte de l'interaction parce que les gens ne s'attendent pas à commander sur un iPad ou quelque chose comme ça. On pense que c'est acquis, mais pas du tout. La première fois que j'ai sorti de l'iPad en carte devant les gens, ils étaient là, comment ça fonctionne? Ils cherchaient les onglets pour comment commander, les machins, les trucs. C'est pas encore si évident. D'accord. Ça amène encore une interaction qui est autre parce qu'il y a une machine entre les deux, mais ça apporte quand même une interaction parce que encore assez peu démocratisée dans le métier. Il y a quand même beaucoup de restaurants qui restent sur la formule papier, qui est assez importante parce que ce papier-là, on n'utilise pas la formule papier pour rien. C'est ce qu'on appelle les triplicata. Il y a 3 papiers carbone. Il y en a un qui va être pour la cuisine, il y en a un qui va être pour le serveur et il y en a un qui va être pour la note. Donc c'est pas pour rien qu'on utilise ces papiers-là et c'est des trucs qu'on perd avec les machines parce que du coup on n'a pas ces 3 papiers-là. On a une commande et il faut faire avec une commande. Ça fait que le serveur est obligé de suivre sur la même commande que le cuisinier et inversement. D'accord. Ok. Donc je pense pas que le numérique va prendre tant de place que ça en restauration parce que ça reste assez important cette division des commandes. D'accord. Et, alors je sais pas si tu as travaillé toi à l'étranger dans la restauration, mais du coup on a l'image de la restauration française, des services français nous. Est-ce que tu penses que c'est différent à l'étranger ou... C'est très différent à l'étranger. Moi, j'ai pas travaillé à l'étranger, mais par contre, j'ai des amis qui travaillent en Angleterre. J'ai des amis qui travaillent au Mexique et en Espagne. L'Angleterre est très proche de nous sur leur système de fonctionner, à part qu'ils payent beaucoup mieux et que c'est beaucoup mieux reconnu. Mais les techniques ne sont pas les mêmes. Du genre, c'est là où là-bas ils considèrent des restos prestigieux, nous ce ne serait pas spécialement des restaurants prestigieux. Au Mexique, là-bas ils ont des restaurants qui sont très prestigieux. D'accord. Sur les grands restaurants, ils ont énormément de renommée, mais par contre leur façon de fonctionner est beaucoup moins militaire que la nôtre. En France, une équipe de cuisine et de salle, on n'appelle pas ça une équipe, on appelle ça une brigade. Ok. Donc c'est quelque chose qui est très militarisé, c'est chef, oui chef, c'est vraiment ce genre de petits clichés. Et par contre, mon pote au Mexique, il m'explique que là-bas, c'est pas du tout comme ça, tout est travaillé, c'est limite de la chaîne. Tout est organisé pour que ce soit le plus agréable et simple possible pour tout le monde. C'est-à-dire que là où mon restaurant va embaucher 3 personnes pour faire toute la cuisine et tourner, là au Mexique, ils vont préférer en embaucher 20. Mais du coup, il y en a un qui va poser la salade, il y en a un qui va poser la tomate, ils se font passer l'assiette comme ça pour dresser les trucs pour avoir une meilleure efficacité. Ils sont plus efficaces, en tout cas sur la productivité. Est-ce que tu penses que c'est mieux de faire comme ça ou... Je sais pas, parce que ça a quand même un certain coût d'un autre côté, parce que ça fait quand même pas mal d'employés. Et quand on embauche pas mal d'employés, ça veut dire qu'on fait aussi un pas sur de probables primes ou de choses comme ça. Ouais.
Moi, je pense que je préférerais avoir une plus petite équipe bien formée avec un bon travail d'équipe plutôt qu'une grande brigade comme ça où tout est machinal. Toi qui as une grande expérience dans le service, enfin la restauration, est-ce que tu as déjà travaillé dans des restaurants un peu plus underground? Alors, j'ai travaillé en tant que serveur. Enfin, c'était pas vraiment du service, c'était plus du bar. Mais c'était dans une boîte de nuit underground de Montpellier qui s'appelait le BAO. Je faisais des services de cocktail là-bas. Ok. Mais c'était occasionnel, c'était en extra, j'étais pas embauché là-bas. Et du coup, ceux qui ne savent pas, underground, moi ce que je pensais c'était vraiment tout ce qui est la plupart du temps face cachée, donc des restaurants un peu plus illégaux, genre les clichés qu'on a avec les mafieux à l'intérieur, tout ça. Est-ce que ton expérience dans ce bar underground à Montpellier est bien sûr différente des restaurants étoilés, mais est-ce que tu as réussi dans un bar plus normal ou autre à reconnaître cette ambiance qu'il y aurait pu y avoir dans ce bar-là? Alors c'est très différent parce que ce bar c'était quelque chose d'assez spécifique. C'était l'endroit où on faisait des rave parties mais en pleine ville, D'accord. d'accord. dans une salle. Donc c'était une ambiance assez spécifique. Donc non, c'est pas un endroit qu'on retrouvait ailleurs. C'est vraiment unique. Ouais, Ok. c'était même appelé la poubelle de Montpellier. Ah oui, quand même. Non, c'était pas un lieu très fréquentable. D'accord. Ok. Après, en expérience originale comme ça, j'ai fait des services sur des bateaux de croisière. Oh, C'est pas underground, mais c'est quelque chose. Sur ces services, je vais pas avoir le droit de dire les détails, ça c'est des Oui, choses que bien j'ai pas sûr. le droit Ok. de dire. Mais on a bossé avec certaines entreprises qui parlaient devant nous de certains sujets extrêmement sensibles pendant des séminaires dans des yachts. D'accord. Et du coup, est-ce que ces missions sur les yachts étaient plus payées que dans un restaurant normal ou c'était à peu près la même prime parce que C'est- vous êtes des serveurs? C'est plus payé parce qu'on fait du 7 sur 7. Ouais. C'est 7 sur 7 et 24 sur 24. C'est-à-dire que dans ta cabine, tu as une sonnette et celui qui est de garde, il se lève pour aller servir si on appelle. Ouais. Euh, Ça va être un peu. Et après, oui, c'est beaucoup mieux payé parce qu'une fois que tu es sur place, il n'y a aucun frais. Tout est payé. Tout est payé, les repas, les boissons, les activités, même s'il y en a très peu parce qu'il y a 1 heure de pause dans la journée. Mm. Mais bon, très honnêtement, avec ce qui est à côté, ça vaut le coup, hein. Tu pars 1 mois en mer et pendant 1 mois, tu fais rien à part du bateau, du service. Mais par contre, l'expérience est géniale. Ah, ça va être sympa. Ouais. Et du coup, là, il y a un stéréotype qui m'est revenu en tête, c'est le serveur. Du coup, sur les yachts, la plupart du temps, c'est représenté comme une statue, un objet, genre, il ne parle pas avec les clients ou autre. Est-ce que vous avez vraiment une obligation de ne pas parler aux clients, sauf si c'est pour présenter les produits ou ce genre de choses? Tout dépend les demandes des clients. Ça m'est déjà arrivé qu'on me demande d'être là dans une pièce à attendre juste debout, à attendre qu'on me demande quelque chose, un ordre, et j'avais pas le droit de parler. Mais sur certains gros séminaires, comme par exemple Airbus, j'ai reçu pas mal de fois Airbus, ben, on a eu l'occasion de discuter avec eux de quelques petits sujets. Et, c'était assez sympathique parce qu'ils prenaient le temps de nous expliquer des trucs qui ne sont pas à la portée de tout le monde. Et c'était assez sympa. Mais oui, ça existe, ces serveurs qui sont plantés comme des piquets et qui attendent un ordre. Mais du coup- Limite attendre la main, attendre qu'on crache les noyaux d'olive, hein. Ça existe. Ça va être super sympa à Oh faire là ça. là. Mais du coup, physiquement, c'est pas plus compliqué de rester sur place debout à ne rien faire que plutôt courir partout à devoir servir plein de gens? Je dirais que les deux sont équivalents. C'est des fatigues différentes, mais le fait de rester sur place, ça va donner un inconfort dans les jambes. Et, et le fait de servir et de bouger, c'est que des petits pas, c'est beaucoup de petits pas. Donc c'est désagréable aussi. Je pense qu'il n'y a pas un comme l'autre qui est plus agréable. D'accord.
tu avais l'occasion de... Hypothétiquement, le Covid n'existe pas. Et tu as une offre d'emploi où tu peux travailler pendant 2-3 mois sur un yacht. Est-ce que tu referais cette expérience? Ouais, sans aucun doute. Oh bah, C'était vraiment Déjà- ultra positif, quoi. ouais, bah, déjà, le salaire à la clé, hein, vraiment, le salaire n'a rien à voir avec les salaires des restaurants classiques, hein. Là où je te disais, là où je disais que c'était 2000 € pour un bon chef de salle, c'est rien à côté. Ah ouais, Sur certains yachts, en fonction du yacht, ouais, c'est rien à côté. c'est confortable, quoi. Ouais. Ok. Comme je dis, déjà, quand tu es sur place, tu n'as aucune dépense, donc c'est déjà tout ça qui est économisé parce qu'en plus, c'est payé. Et tu es payé 7 jours et tu es payé 24 heures. Parce que tu restes d'astreinte, même la nuit. Comme j'ai dit, tu as ta petite sonnette à côté, tu restes d'astreinte. Si elle sonne, tu dois te lever. T'as déjà eu des services en pleine nuit où ça t'a réveillé, tu devais y aller? Où ça m'a réveillé, non, parce que la plupart du temps, j'étais encore réveillé. Mais, mais par contre, c'est arrivé à des collègues à moi. D'accord. Moi, je crois que non, je crois qu'à chaque fois, j'étais réveillé. Ça m'a jamais réveillé. Puis je crois que s'ils avaient sonné et que ça avait dû me réveiller, ça m'aurait pas réveillé. Ah, je vois. Mais du coup, tu disais que vous aviez sur toute la journée sur le yacht qu'une seule heure de pause. Ça veut dire que pour les repas, vous faites comment? Vous mangez qu'une seule fois par jour ou vous avez vraiment un temps de pause aussi pour le soir? Nos repas, c'est une demi-heure avant le service. D'accord. On a une petite demi-heure où le chef prépare un truc juste avant que nous, on entame le service. C'est pas compté comme une pause. Ok. Souvent, c'est même manger à la va-vite comme ça, debout, dans les couloirs. Et je crois que là, c'est pas spécifique au yacht, hein, c'est même au restaurant en général, hein. Les repas du personnel, c'est souvent des trucs à la va-vite, ça va être des pâtes, du riz. Il y a très peu de restaurants où j'ai eu des bons repas, où on avait vraiment le temps de manger. Mais c'est arrivé quand même? Oui. Ok. Là, le dernier en date que j'ai fait, elle me faisait des repas excellents tous les jours. Tiens d'ailleurs, alors, si tu pouvais du coup, ce serait quoi dans ta tête le restaurant de tes rêves où tu aimerais travailler? Alors, sachant que j'ai un projet de vie pour plus tard, essayer d'ouvrir un restaurant, j'ai une idée bien précise du restaurant que j'aimerais voir en France. J'aimerais bien un restaurant qui fasse découvrir les saveurs du monde. Je t'en parlais en off tout à l'heure. J'ai fait un grand voyage. Ce voyage, il était accompagné d'un but, c'était apprendre des cuisines des pays que j'ai été visiter, en Ok. partie. Ça va être comme ça dans le futur aussi. Je vais partir voyager dans d'autres pays du monde pour apprendre les spécificités des pays et justement arriver à proposer un restaurant qui, je ne sais pas encore comment c'est faisable, mais soit toutes les semaines, tous les mois, ou je ne sais pas comment ça se fera, mais changer de carte et proposer un pays différent à chaque changement. Essayer de faire découvrir toutes les cultures du monde. C'est un beau projet. Sympa. Parce qu'il y a beaucoup de cuisines finalement qu'on ne connaît pas, nous en France, on n'a pas l'habitude d'aller voir. C'est sûr. Bon, après, je te rassure, on a quand même les meilleurs, hein. Évidemment, évidemment. Du coup, j'ai une question, mais elle arrive un peu tard. Est-ce que c'était le métier que tu voulais faire quand tu étais petit ou tu avais un autre métier en tête, une autre idée? Non, de base, je voulais être informaticien. Je voulais faire de la réparation d'ordinateurs. Comme beaucoup d'entre nous. Moi, c'était vraiment, même pas que d'ordinateurs, j'avais commencé à travailler là-dedans d'ailleurs. C'est tout ce qui était réparation électronique. En général, j'ai fait de tout ce qui est électroménager, climatisation, ordinateur. Ok. Du coup, à la base, c'était ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, ma maman qui m'a dit tu pourras jamais travailler dans un restaurant étoilé. À l'époque, j'étais un punk avec une crête colorée de couleurs et j'ai dit ah bon, je suis pas capable. Et j'y suis allé et j'ai jamais quitté le métier depuis. T'as bien relevé le défi, c'est bien. Ouais. Ah, Ouais. Du coup, j'imagine que dans ta vie, tu n'as pas fait que serveur. Tu as eu des passages où parfois tu travaillais ou tu ne travaillais pas. Oui. Chacun sa vie.
Est-ce que, par exemple, si tu as eu un grand temps de pause entre ton dernier boulot de restaurant, genre par exemple 1 ou 2 ans, et que tu reprends un boulot en restauration, est-ce que tu as perdu certaines habitudes que tu avais dans ce métier-là et que ça t'a pris du temps à reprendre, ou dès le début, c'était comme pour le vélo, ça te revient d'un Non, coup c'est quelque chose qui revient direct. C'est comme parler avec des amis en vrai, quand on comprend que le service, c'est beaucoup de social. C'est juste arriver à parler avec les gens, arriver à les intéresser. Et puis une fois que tu les as intéressés, maintenant c'est du commercial. Il faut arriver à jouer ton commercial. Essayer de faire vendre ce que tu as envie de vendre. Mais le côté social, en tout cas, revient tout de suite. Peut-être pas le côté vendeur, parce que il faut se mettre au goût du jour. Par exemple, si j'ai pas travaillé pendant 1 an en restauration et que je retravaille l'année d'après, il va peut-être y avoir, je te donne un exemple tout bête, mais des vins qui sont sortis, il va falloir que je me mette au goût du jour de qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est... Le côté commercial, il y a quand même du travail à refaire à peu près tout le temps. Par contre, sur le côté social, c'est quelque chose, dès que tu l'as acquis, je pense que c'est bon. Ok. C'est plutôt naturel chez toi, tu es peut-être plus à l'aise socialement, du coup ça peut t'aider, je pense, dans ce métier-là. En tout cas, moi, le social, c'est ce qui m'a fait adorer le métier et c'est ce qui fait que je veux faire de la salle et pas de la cuisine parce que j'adore la cuisine, je suis passionné de cuisine aussi. Ah ouais. Mais le manque de contact avec la clientèle me rendrait triste. J'aime tellement ce contact clientèle. Ok. Mais toi qui as un projet de restaurant pour le futur et que tu aimes bien le contact social, est-ce que tu savais qu'au Japon, ils avaient un peu une tradition, bon, il n'y a pas que le Japon, mais plusieurs pays et plusieurs chefs qui le font, c'est cuisiner à la vue des clients. Est-ce que dans ton restaurant, tu penses faire ça ou vraiment juste un truc classique où la cuisine elle est vraiment séparée des clients C'est même sûr que je ferai quelque chose comme ça. Après, je ne le ferai peut-être pas pour toutes les cuisines. Ouais. Parce qu'il y a certaines choses qui nécessitent d'être préparées dans des environnements sains et pas au milieu d'une salle de restaurant. Mais la majorité des restaurants dans lesquels j'ai travaillé, il y avait une partie cuisine ouverte sur la salle. D'accord. Parce que les gens aiment voir les cuisiniers travailler. Bah, c'est sympa, oui, quand tu vois le travail, quand tu vois ton plat arriver, c'est Ah, plus sympa. En plus, tu peux sentir en temps réel les odeurs qui se rajoutent de plus en plus ça donne pour faim. créer ton plat. Mais en vrai, c'est comme tu racontais, ça raconte une histoire. En plus du métier de serveur, tu as le plat avec les odeurs et derrière qui viennent accentuer, comme de la musique dans un film ou ce genre de C'est choses. ça. Ouais, en vrai, les restaurants, c'est un lieu dans lequel je me rends pas souvent parce que j'ai pas forcément les sous. Mais c'est un lieu qu'on oublie qui est en fait comme une rencontre entre plusieurs personnes. Et moi, je dirais même que c'est presque un lieu culturel, un restaurant. Ça, je suis d'accord. Parce que en fonction du restaurant où tu vas avoir des cuisines du patrimoine. En tout cas, la cuisine est un art. Pour moi, il n'y a pas de doute là-dessus, la cuisine est un art. Et les restaurants sont des lieux culturels. Un milieu plus poétique qu'on croirait. C'est ça. Non, mais c'est... Quand on a un bon serveur. Voilà. Mais franchement, tout à l'heure, quand tu m'as posé la question de c'est quand la dernière fois que tu es allé au restaurant et que tu as un vendeur qui t'a bien vendu les trucs. Mais la première personne qui est venue en tête, c'est toi. À la table des merveilles. C'est le dernier souvenir que j'ai d'un serveur qui m'a donné envie de voir à quoi ressemblent les plats, qu'est-ce que ça va avoir comme goût. Et c'est vrai que dans les restaurants, bon après ça fait longtemps que je suis pas allée dans un restaurant qui n'est pas un fast-food, c'est vrai que dans les restaurants, il n'y a pas cette touche vraiment, t'as envie de découvrir. On va plus le retrouver sur les restaurants étoilés, mais c'est des restaurants sur lesquels on va moins, les gens vont moins. Et même encore, du peu que j'ai vu, il y a de moins en moins de serveurs passionnés. Il y a des bons serveurs, mais de moins en moins de serveurs passionnés. Qu'est-ce que tu qualifierais de bon serveur? Un bon serveur, c'est un serveur à qui on ne va pas avoir demandé de resservir un verre d'eau, où le client ne va pas avoir besoin de demander à resservir une bouteille d'eau, ou à resservir une panière de pain, ou que le client n'attende pas un quart d'heure avec son assiette. C'est toutes les petites attentions clients qui font pour moi
un bon serveur. Il faut être presque capable de savoir ce que veut le client en même temps que lui. Et s'il ne le sait pas, il faut savoir lui faire avoir envie. Ok. Ça, c'est la partie la plus dure, c'est que, par exemple, mon chef, il me dit, bon, j'ai 2 sols, 3 canards. Il faut que tu me vendes absolument les 3 canards et les 2 sols. Ok. Mais sauf que j'ai un souci, j'ai des personnes qui veulent 4 canards. Donc, faut vendre des C'est sols. là toute la subtilité du bon serveur. D'accord. C'est que si tu as 3 canards et que des personnes en veulent 4, il faut que tu arrives à vendre 3 canards. D'accord. Et du coup, tu changes le dernier canard avec la sole? On se débrouille toujours, c'est pas forcément avec la sole, mais après c'est des arrangements qui se font entre la cuisine et tout ça. C'est souvent un moment assez drôle pour le serveur parce que c'est le moment où on fait un petit peu le pigeon voyageur entre le client et la cuisine. On est là en train d'essayer de régler le souci parce que la cuisine n'a pas pour le client, mais nous on est juste là en mode c'est pas nous on fait que vous servir. Donc du coup on fait le porte-parole et on essaye de régler le souci. Et du coup, c'est sur nous que repose cette responsabilité aussi il manque un plat, c'est jamais au cuisinier qu'on va le reprocher, c'est au serveur. Ah oui, c'est vous qui êtes en première ligne face au problème. Ouais. Donc d'où la nécessité de savoir bien répondre à ça, parce que si t'as pas un bon serveur, tu risques d'avoir un serveur qui va se faire embêter par des clients qui peuvent mettre des mauvaises critiques, qui peuvent aussi impacter des clients qui sont là déjà dans le restaurant. Moi, ça m'est déjà arrivé que des clients étaient tellement pas contents du service qu'ils sont partis. Et en les voyant partir, j'ai 2-3 autres tables qui sont parties. Ah ouais. Et tout ça juste parce que monsieur avait une fourchette en argent alors qu'il avait demandé une fourchette en inox parce qu'il supportait pas l'argent. Donc les gens peuvent être mécontents pour très peu de choses. Ouais, c'est ça que je te parlais, les clients un peu relous. D'accord. Et ça, c'est en étoilé, hein. Je t'assure, on le voit pas en Oui, petit restaurant. j'imagine Ça. pas des fourchettes en argent dans un resto normal. Déjà là. Et est-ce que du coup tu es formé pour devenir serveur? Est-ce que la formation entre un restaurant moyenne gamme et un restaurant étoilé est différente, ou est-ce qu'ils apprennent à peu près les mêmes bases, les mêmes règles de bienséance, ce genre de choses? Alors, il y a les mêmes règles de bienséance parce que c'est la base, savoir communiquer avec un client, ça c'est la base de chez base. Après, là où il va y avoir des différences sur de l'étoilé ou sur du classique, ça va être sur la rigueur et l'hygiène. Les personnes qui vont plus se porter sur l'étoilé, il va y avoir des formations en plus sur l'hygiène, il va y avoir des formations en plus sur la sécurité, parce qu'il y a certains restaurants, tu ne peux pas y aller si tu n'as pas des formations de secourisme du travail, hein. À cause des brûlures, des coupures, des trucs comme ça, c'est assez important d'avoir les trucs de premier secours. Là, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, mais tout ce qui est PSC1, PSC2 par exemple, pour un cuisinier, c'est un plus-value. Ok. Parce qu'il a des capacités à soigner et en cuisine, ça se blesse souvent. Et tu veux reconnaître un cuisinier, tu regardes ses mains, tu regardes s'il a des taches de brûlure. S'il a des taches de brûlure, il est cuisinier. Je crois que je connais pas un cuisinier qui n'a pas de marque de brûlure. D'accord. Bon cuisinier, brûlé. Ouais. Et s'il a un doigt en moins, mauvais cuisinier? Ou alors mauvais maçon. Ok. Eh bien, en tout Attends. cas, Du coup, oui. est-ce que pour conclure, est-ce que récemment tu as des projets, des trucs à mettre en avant? Je sais pas, une idée. Les projets, des trucs à mettre en avant. J'avoue, je comprends pas trop la question pour le coup, désolé. Là, j'allais faire une blague par rapport à ce qu'il t'a dit. Si un jour, dans 5 ans, tu lances un Tipeee, où est-ce qu'on peut te rejoindre sur les réseaux pour te retrouver en mode « Oh, son projet m'intéresse bien, je vais mettre des petits sous là, et comme ça, il pourra construire son restaurant. » Vous pouvez me retrouver sur Twitch, sur Hans Gaming, et Hans4 Gaming, pardon. Et c'est tout, c'est à peu près le seul réseau que j'ai. D'accord. Ok, bon bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci C'était un à vous de plaisir. m'avoir reçu. C'était très intéressant.
On a appris beaucoup de choses sur le Ouais. monde des serveurs grâce à toi. Et merci encore. Grâce à toi, on dormira moins con. Avec plaisir. Et merci d'avoir suivi du coup ce premier épisode du podcast La Nuit. Et du coup, on vous verra dans à peu près 2 semaines.